Comment réduire les dépenses et les émissions de CO2 d'une usine de production? Dans ce nouvel épisode, Laurent Laporte, cofondateur et PDG de BrainCube, nous livre la recette. Depuis 2008, sa solution numérique, assimilée à de l'IA, a permis à ses clients d'économiser 9 milliards d'euros et a empêché l'émission de plus de 2 millions de tonnes de CO2. Des chiffres impressionnants qui prouvent que numérisation égale décarbonation. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors Laurent Laporte, tu es fondateur et PDG de BrainCube, une société qui travaille dans l'univers de l'IA, qui permet d'accélérer la transformation numérique des industries, on en parlera après. Tu es l'un des 3 cofondateurs avec 3 ingénieurs français, donc toi-même, Sylvain Rubat Dumérac, qui est directeur des opérations, et puis Hélène Olf Gaillard, une femme dans l'industrie, quelque chose qu'il faut révéler, enfin qu'il faut soulever parce que c'est quand même souvent assez rare et je pense que vous êtes nombreux à l'évoquer ce sujet-là. Oui, Hélène, elle a été clé dans le développement de BrainCube puisque en fait le projet, on l'a démarré avec Sylvain, on était 2 collègues travaillant dans la même usine et on avait des idées techniques, on a été les exposer à des clients potentiels et on avait cette capacité à être intéressant, à convaincre. Ouais. Par contre, on savait pas vendre. Ah. Et Hélène, j'avais travaillé avec elle dans une boîte de conseil et elle, c'était la vendeuse. En fait, quand on lui a présenté notre projet, Hélène, elle a dit je monte à bord, je saute. Et en fait, elle a fait quoi? Elle a transformé notre capacité de convaincre en des contrats. Et oui, et ça c'est extrêmement important. Ça change tout. C'est ce qui nous a permis de démarrer. Donc Hélène a été clé dans le démarrage et dans toute la croissance. Elle est plus dans la société depuis 2 ans, mais elle a été clé dans le démarrage. C'était une femme ingénieure agronome qui avait fait du consulting, qui a été vendre les premières digitalisations dès 2008, en fait dans l'industrie mondiale, puisqu'on a été très rapidement à l'international. Alors on va voir si Hélène a laissé des traces. Pitch-nous en 1 minute, qu'est-ce que BrainCube, qu'est-ce que ça propose et quelle est sa valeur? En fait, si tu es patron d'une usine de production, tu sais que tu es loin de l'optimum, il y a des gaspillages tous les jours. Même si tu as des bonnes habitudes de production, des bonnes recettes, tu n'es pas exactement à l'optimum. Et cet optimum, en fait, il est parfois très difficile à aller atteindre puisque c'est sortir d'un consensus de stabilité. Et donc, la capacité d'utiliser les informations que génère le site en les processant, en utilisant des nouvelles technologies, en fait, te permet d'aller identifier quoi faire exactement ou quoi ne plus faire pour d'un seul coup gagner de l'argent, donc réduire tes consommations, éliminer des gaspillages, augmenter ta productivité intrinsèque et dans certaines usines, la marge va être de 5-10% de gain potentiel, dans d'autres c'est 30 à 40%, ça peut être gigantesque. Et c'est énorme parce que là on est vraiment sur une problématique de coût qui au fond pourrait ralentir les industriels à se doter d'outils de facilitation, mais globalement on voit que avec ta solution, on y reviendra sur ta solution parce que BrainCube, on connaît peut-être pas plus que ça, mais il y a des chiffres assez impressionnants. Les premiers qu'on peut évoquer, c'est 9,2 milliards économisés sur les lignes de prod. Pourquoi en fait on peut économiser 9,2 milliards? C'est conséquent. Alors c'est très conséquent, mais on a connecté des milliers de lignes aujourd'hui. Donc il y a un effet de grand nombre. Et deuxièmement, les gains que tu fais il y a 10 ans, tu continues à les conserver et tu ne fais que faire. On fait du gain continu. Ouais. Donc en fait, tu as un effet cumulatif de ces gains qui est gigantesque. On a fait un modèle pour calculer à partir des plus gros clients en fait combien on gagnait. Ouais. Et la courbe est exponentielle. En fait, plus on connecte et plus on a d'utilisateurs. On doit avoir 60 000 utilisateurs aujourd'hui dans les usines. Plus tu utilises, plus tu cumules des gains. Parfois, les industriels ne font pas les petits projets. C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre 3-4 semaines pour aller gagner 40 000 euros dans un coin? Et si tu peux le faire en 2 heures l'après-midi devant ton PC et aller descendre dans l'atelier et dire à partir de demain, on règle la température comme ça et le débit comme ça et on va gagner 40 000 euros. Ouais. Tu fais 10 fois ça en année, c'est 400 000. Et à côté de ça, tu fais quelques gros projets à 300, 400, 500 000. Plutôt que d'investir dans des machines, parfois, tu as l'opportunité de mieux travailler avec ce que tu possèdes. Optimiser son outil. Voilà. Ouais. Et parfois, les datas te donnent aussi des limites. On te dit que tu peux pas aller plus loin, ce qui va justifier l'investissement. Donc c'est très complémentaire avec ce qui existe aujourd'hui. Et ça a donc des conséquences parce qu'on voit que c'est à peu près 2,5 millions de tonnes de CO2 économisées. Alors on pourrait peut-être même dire numérisation égale décarbonation. Ouais, c'est magique l'industrie. Déjà, c'est un monde où la data est de bonne qualité et elle est très conséquente en volume. Et deuxièmement, toute action d'optimisation sur le processus, sur le produit qu'on va faire, c'est une réduction d'impact. Moins d'énergie consommée, moins de matières premières, plus de recyclés, un produit fabriqué plus vite, donc avec une productivité plus grande. Tout ça, ça a des conséquences sur le carbone. Et on travaille en parallèle aussi beaucoup, par contre, chez les clients sur la pollution, puisque certains processus sont polluants. Mais en fait, c'est comme une combustion. Ta voiture, si elle est mal réglée, tu pollues beaucoup. Si elle est bien réglée, tu pollues moins. Et ils ont tous des normes qui sont de plus en plus drastiques. Donc parfois, en fait, aider l'usine à continuer à être profitable, c'est lui permettre de rester
dans les normes réglementaires par de l'optimisation. Donc on travaille sur le carbone. Oui, numérique et carbone, c'est compatible et c'est même accélérateur, et aussi sur la dépollution. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'au fond, en 2008, démarre l'histoire de BrainCube. Sans même le savoir, tu proposais déjà un peu d'IA, en fait, parce que tu proposais du learning, tu proposais une amélioration logicielle qui permettait finalement de faire ces économies. C'est ça l'idée? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2008, on s'est dit on va utiliser la puissance de l'automatisation par l'informatique pour faire des choses qu'on faisait en manuel, comme collecter des données de temps en temps pour faire des essais. On va tout mettre en informatique. Et en fait, on s'est vite retrouvé à avoir un problème de captage des données, qui est devenu l'IoT, un problème de stockage des données en 2008. Attention, c'était pas du tout les conditions de stockage aujourd'hui qui s'est appelé le big data. Et les premiers algorithmes qu'on a fait, des algorithmes d'apprentissage basés sur des technologies de data mining qui n'étaient pas forcément des réseaux de neurones qu'on maîtrisait très peu à l'époque, en fait, étaient déjà du machine learning. C'est devenu de l'IA plus tard quand on l'a automatisé pour remplacer. Mais c'est très étonnant parce qu'on a eu des débats en interne chez BrainCube où on s'est posé, je me rappelle en 2014, en se disant est-ce qu'on fait de l'IA? Est-ce qu'on doit dire qu'on fait de l'IA? Est-ce que ce qu'on fait c'est réellement de l'IA? Et en fait, il y avait l'angle technique. Ouais. Donc, on a qualifié qu'on faisait de l'IA sans le savoir, les messieurs Jourdain de l'industrie. Et puis après, est-ce que c'était intéressant d'apposer le sticker IA comme tout le monde sur notre société, parce que c'était devenu une sorte de must-have, quoi. Bon. Et en définitive, que tu fasses de l'IA ou pas de l'IA, ce qui est intéressant, c'est quelle problématique t'attaques. Nous, c'est une problématique d'aller faire du profit dans les usines. Et en fait, derrière, tu vas justifier l'emploi d'outils plus ou moins complexes à utiliser pour obtenir le résultat que tu veux obtenir. Et aujourd'hui, de temps en temps, il faut aller chercher de l'IA très complexe, de temps en temps, c'est l'IA moins complexe, de temps en temps, du modèle simple. Ouais. Et de l'alerting va suffire pour faire déjà énormément de gains. Donc on n'est pas des obsédés de la tech partout, on est des obsédés de la rentabilité des usines. Et des résultats. Alors, tu dis sur ton site internet, attendre n'est pas une option. Pourquoi attendre n'est pas une option? Parce qu'aujourd'hui, c'est disponible. À une époque, tu prends plein de pays, ils construisaient leurs machines. Ouais. Donc la France fabriquait des machines, fabriquait des équipements comme Schneider, on est chez Schneider, les Allemands aussi. Et en fait, d'abord, ils servaient leur pays. Et donc, les pays qui étaient loin, comme le Brésil, et ainsi de suite, ils avaient les technologies 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Aujourd'hui, comment on fait de la transformation digitale? Il nous faut des cerveaux, donc des universités qui forment des ingénieurs. Il nous faut du réseau, de l'Internet, des ordinateurs, tout ça en là. Ouais. Donc, c'est disponible à tout le monde. On a la chance de ne pas être en retard ou de ne pas passer après les autres sur cette transformation. Faut pas attendre. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une confrontation de compétition qui est gigantesque. Ouais. Voilà. Et on a un vrai problème de réindustrialisation en France. Moi, je suis farouche partisan d'objectifs très ambitieux pour essayer d'aller très vite, parce qu'on sait qu'on va pas les tenir. Et si on essaye de mettre d'abord plein de conditions pour y aller, je vais attendre d'avoir de l'électricité, je vais attendre d'avoir je sais pas quoi, on ne fera pas, et on va être oublié. Ouais. On va finir par oublier la France sur l'industrie. Donc oui, il faut que les entreprises accélèrent. Moi, je suis pour l'industrie locale. C'est-à-dire les industries françaises pour le marché français et plus, les industries espagnoles pour le marché, surtout pour ce qui est souverain ou légitime. Ouais. Il faut attaquer tout de suite, ça sert à rien d'attendre. Mais pour autant, tu dis on n'est pas en retard d'un point de vue global, j'ai envie de te dire. Néanmoins, ton activité, elle est de l'ordre de 85% à l'international et 45% aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu vois une différence du coup dans l'accélération de la transformation digitale sur le territoire européen et en France plus particulièrement par rapport aux US où ils sont peut-être un peu plus avancés, quoi? Alors, il n'y a pas de différence sur les capacités de transformation. Ouais. On a des usines neuves et des usines vieilles partout. Ouais. Il y a une énorme différence dans le mindset. Il y a deux mindsets derrière tout ça. Ouais. Si on compare la France et aux États-Unis, le premier aux États-Unis, c'est qu'ils ont très vite adopté, ils sont sortis du mindset expérimental qu'on a dans l'industrie pour aller vers un mindset très numérique, agile et ainsi de suite. Donc, ils sont moins obsédés par l'expertise que nous. Ouais. Et le deuxième, c'est clairement le business. C'est-à-dire qu'un Américain, vous lui faites une preuve de valeur dans une usine, il a 10 usines comme ça, il vous demande un rabais sur le déploiement et il dit how fast. Ouais. En gros, c'est est-ce que tu peux faire ça en 4 mois, ou en 3 mois, ou en 2 mois? Tu dis, on a fait le premier en 6 mois, est-ce qu'on peut faire le reste Et voilà, il veut l'argent tout de suite. Oui, il faut accélérer. Alors qu'en France, on va te dire, attends, c'est pas au budget, on verra l'année prochaine, on va faire des arbitrages, et en fait, on ressemble plus à notre gouvernement, un petit peu, quelque part. Donc, il y a un problème aussi de culture complète vis-à-vis du business. Il nous arrive de démarrer des grosses entreprises françaises sur des sites à l'étranger parce qu'ils sont plus actifs dans les choix, donc c'est assez étonnant, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, peut-être un grand industriel du pneumatique
qui a réduit son gaspillage, l'intégration de ta solution. Qu'est-ce que ça a généré chez lui en termes... Oui. On a travaillé pour la première fois en 2011 dans une usine de pneumatiques en France, une ex-usine Dunlop qui appartient aujourd'hui à un grand industriel américain. Et en fait, il fabriquait énormément de références de pneus moto. Ouais. Dans ces énormément de références de pneus moto, on parle de plusieurs dizaines ou centaines de références. En fait, il y a toujours 2-3 références que tu fabriques tout le temps. Ces références-là, ça leur servait de guide. En fait, toute l'optimisation était basée sur les tests et les essais qu'ils faisaient sur ces références-là. Et ils les appliquaient au reste par défaut. Et en fait, dès qu'on a eu la data, on s'est rendu compte que ce qu'ils faisaient sur ces références-là n'était pas forcément systématiquement applicable et qu'il fallait trouver d'autres solutions pour les autres produits. Mais ça, ils faisaient jamais cet effort-là. Et donc, au lieu de généraliser quelque chose qu'on n'avait pas prouvé qui marchait, on a pu aller individualiser l'ensemble des modèles qu'ils fabriquaient, on a pu aller les optimiser un par un avec des recettes différentes. L'impact a été gigantesque. En fait, on passait à côté de l'optimisation par manque de temps et on simplifiait l'approche. La digitalisation, ça permet de généraliser l'approche. Oui, bien sûr. Schneider Electric est un acteur incontournable de la transition digitale industrielle. Une entreprise comme la tienne se doit d'être proche d'un Schneider Electric justement pour se développer, pour être dans une intelligence collective. Comment tu vois la chose par rapport à ça? Alors, bien sûr, les gens comme Schneider Electric, ils ont quelque chose qui me fait rêver, c'est l'accès au marché. C'est-à-dire qu'ils sont tellement connus, ils ont tellement de comptes clients que quand les clients ont un besoin, les clients vont les appeler. Nous, on n'en est pas là, on est offreur d'une solution logicielle avec de la technologie, ça peut faire un peu peur, ainsi de suite. Donc l'accès au marché passe par les gens qui sont historiques, qui sont grands, qui sont implantés. Et donc c'est très important de se rapprocher des gens qui ont des demandes qui viennent des projets, qui viennent des clients, parce que Schneider est capable de fournir probablement 99% de ce que les clients lui demandent, mais il y a le 1%, c'est pas son monde, c'est pas sa spécialité, c'est pas sa stratégie, donc il a des partenariats avec des sociétés autres, comme par exemple BrenCube. Schneider possède Aveva. Nous, on est au catalogue d'Aveva et on a engagé des discussions avec Schneider pour justement travailler sur leur partie consulting, pour qu'ils nous connaissent mieux, pour quand leurs clients viennent et leur proposent des projets qui nécessiteraient d'aller un petit peu plus loin dans notre expertise, en fait, que naturellement Schneider soit capable de répondre, de dire oui, d'aller vite et de nous offrir cet accès au marché. Donc oui, c'est pour nous une chance incroyable de pouvoir devenir une référence, de pouvoir imposer notre solution comme complémentaire à ce qui existe et de travailler avec les meilleurs acteurs du marché. Très bien. Merci Laurent, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, ici en direct du Global Industrie à Paris, un podcast proposé par Schneider Electric.